Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et de Lisa Dufaux. Et aujourd'hui, nous vous accueillons sur ce nouvel épisode du Courrier des auditeurs pour vous donner un peu l'actualité de la radio, comme à son habitude, l'actualité des concours, les ondes, etc. Et nous vous parlerons ensuite, nous essaierons de vous répondre à certaines de vos questions. Il s'agira d'avions, par exemple. Voilà, c'est un peu le programme de ce Courrier des auditeurs. Et on va peut-être commencer par saluer quelques-uns de nos auditeurs. Oui, alors j'en profite effectivement pour saluer Daniel Villon ou encore Paul Jamet. On a également Mohamed Akil Bashir qui nous écrit du Pakistan et Ouni Amor Orbit qui nous écrit de Francfort en Allemagne. Et on a aussi envie de saluer Elisabeth Oliveira et Monsieur Nadimoudine, le directeur du International Dakes Radio Listeners Club à Murshidabad en Inde. Et on a également un auditeur de République démocratique du Congo, Pierre Mvoué Zolo Foba, qui nous écrit de Kinshasa, et Franck Bast, qui nous remercie pour le calendrier qu'il a bien reçu. Et je crois qu'il n'est pas le seul d'ailleurs. Et on salue également Christian Guibaudo, Farid Boumechal ou encore Rob Denbourg qui nous écrit de Heinenoord aux Pays-Bas. J'espère que j'ai bien prononcé. Voilà, je suis à peu près sûre que non, mais... Merci en tout cas à tous de nous écrire des quatre coins du monde, ça nous fait vraiment plaisir. Nous vous rappelons qu'il est vraiment intéressant d'avoir des messages de partout dans le monde. On a bien sûr du courrier postal, mais aussi beaucoup d'emails. Donc n'hésitez pas à nous contacter à travers les différentes voies pour communiquer avec nous et nous donner vos ressentis sur la radio en général, que ce soit des rapports d'écoute, bien sûr, contre lesquels vous aurez évidemment des cartes QSL. Et d'ailleurs, il y a de toutes nouvelles cartes QSL qui sont en préparation, dont on va vous parler très prochainement sur la radio, puisqu'il y a eu un événement ce vendredi organisé au sein de la radio pour présenter les cartes QSL, les nouvelles cartes QSL. Vous aurez certainement une petite vidéo ou en tout cas un résumé sur Facebook de l'événement et de la présentation des QSL, si ce n'est plus. Et puis de toute façon, vous aurez comme l'année dernière un visuel sur le compte Facebook avec chaque mois en bannière la carte QSL du mois en question. Par ailleurs, voilà, on a aussi donc, comme tu as dit, envoyé normalement la plupart des calendriers à nos auditeurs. On a eu beaucoup de messages de votre part nous disant que vous les avez bien reçus. Donc nous vous remercions en tout cas de nous l'avoir indiqué. Si vous voulez, même pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez aussi nous envoyer une photo de l'espace auquel vous avez dédié ce calendrier 2026. Cela nous fait toujours plaisir de le voir en contexte. En tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup et je regarde ça avec beaucoup d'attention. Et je pense que c'est le cas un peu pour tout le monde à la radio. Par ailleurs, donc, comme on l'a dit, il y a des concours trimestriels et mensuels à vous annoncer. Et on va commencer par le trimestriel que vous devez bien connaître maintenant, puisque c'est le dernier mois de ce concours trimestriel. Il y aura un nouveau concours trimestriel à partir du mois prochain pour cette nouvelle année 2026. Et le thème de ce concours trimestriel, c'est « Est-ce que vous saurez nous donner le nom d'au moins 2 pièces, de reliques, 2 objets du Musée national du Palais qui sont exposés actuellement en République tchèque dans une exposition un peu particulière. J'aimerais d'ailleurs parler un petit peu des expositions au musée parce qu'il y a aussi une première collaboration entre le musée Guimet et Taïwan avec l'exposition manga, ce qui est assez... En fait, moi, ça me surprend un petit peu parce que j'avais essayé de contacter un peu le musée Guimet pour savoir leur projet avec Taïwan, etc. Ils m'avaient un peu fait... un peu me laisser languiner, ils m'avaient pas trop répondu sur mes questions. Ils avaient pas vraiment répondu à ce que je leur avais présenté, en me présentant bien sûr en tant que journaliste à la radio. Et c'est vrai que je me demandais, en fait, il y a quand même quelques polémiques par rapport au financement de ce musée.
avec des financements chinois. Et donc voilà, je voulais savoir s'ils allaient faire des expositions sur Taïwan, etc. à ce moment-là. Et donc voilà, il y a quand même, donc voilà, il y a une collaboration avec Taïwan au niveau de l'exposition manga, ce qui est assez intéressant, et aussi au niveau de l'exposition Dragon. Oui, ça j'en avais entendu parler effectivement, mais je savais pas qu'il y avait une expo manga. Ouais, qui est très populaire, elle a beaucoup plu. Et donc il y a aussi cette exposition Dragon, dont on a un ancien pigiste qui participe avec une tête de lion qu'il a fabriquée lui-même de style malaisienne, ce qu'on appelle une licorne. Et donc sa tête, celle qu'il a fabriquée, est exposée dans le musée Dragon, et qui un peu remet les choses à sa place entre ce qu'est un dragon, un lion aussi. Et dans la culture des danses traditionnelles chinoises, et aussi tout ce qui est le dragon dans la mythologie chinoise en général, et c'est assez intéressant à voir. Donc par ailleurs, pour la réponse, n'hésitez pas à nous donner certains objets. Il y a vraiment de très beaux objets très connus de la collection du Musée national du Palais, et il y aura 5 gagnants avec une paire de tongs qui marche toute seule. Voilà. Vous savez, les trucs à remonter avec une petite, je sais pas comment on appelle ça, une petite pin, limite, une petite pince. J'ai enfin trouvé ce à quoi ça me faisait penser comme cadeau. En fait, ça me fait penser à, je sais pas si t'as déjà joué à La Bonne Paye. Ouais, si. Il y a avec des courriers bizarres et des objets vraiment improbables ou des que tu peux. Moi, ça me dit rien du tout. Avec des publicités très bizarres. Donc ça me fait penser à ça. Ah oui, d'accord. Des tongs qui marchent toutes seules. Ah oui, non, moi, moi des souvenirs d'enfance qui rejaillissent là. Voilà. Mon souvenir d'enfance que ça évoque, c'est surtout les dentiers. Nous, c'était les dentiers à l'époque qui sautaient, qui marchaient là. D'accord. Et pour moi, c'était vraiment le classique, c'était le dentier qui marche. Ok, donc là, c'est pas un dentier, mais ce sont des tongs. Voilà. C'est dans le même principe, mais avec des tongs. Par ailleurs, je vais quand même vous annoncer le concours mensuel, encore assez récent, puisqu'il a dû être annoncé pour la première fois la semaine dernière, ou il y a peut-être 2 semaines. La semaine d'avant. Ouais. Et donc c'est en lien avec cette série de plusieurs décryptages consacrés au livre 80 mots de Taïwan de notre animateur pigiste Aurélien Rossanino, paru chez l'Asiatech, dans les éditions de l'Asiatech. Et donc, en lien avec cette émission, on vous demande quels seraient vos 5 mots qui représentent le mieux Taïwan, ceux qui vous ont lié. Ça pourrait peut-être RTI, enfin, c'est pas vraiment un mot, mais un acronyme, que vous associez à Taïwan, et pourquoi. On veut vraiment beaucoup de création de votre côté. Oui. Et nous, ça nous intéresse beaucoup de le savoir. Je trouve les réponses très intéressantes. On a par exemple eu, je peux le dire, de toute manière, c'est pas la peine de copier sur les autres. Voilà. Vous nous dire vos mots à vous. En espérant que ça influence pas qu'on ait pas une série des mots qui on a eu par exemple scooter, Chiang Kai-shek, des mots comme ça. Ouais. Assez divers, c'est pas beaucoup de liens entre eux ou... Ouais, pas forcément. J'ai pas lu personnellement. Pas forcément, mais... Voilà. Et donc, et pourquoi. N'hésitez pas à nous donner vraiment la raison c'est vraiment l'attachement à ce mot qui est vraiment intéressant à lire pour nous. Donc, n'hésitez pas à encore participer. Et de préférence, essayez d'avoir vraiment vos mots. Ils peuvent être coïncidents avec ceux du livre d'Aurélien, mais ça, c'est encore plus intéressant si c'est vraiment vos mots à vous. Et c'est vrai que cela peut être aussi des mots que vous entendez régulièrement dans nos émissions, ou pas régulièrement. Des fois, on dédie des émissions à un thème particulier et à un mot qui est un concept complet à Taïwan en mandarin, et qu'on retranscrit en expliquant dans certaines émissions. Ça peut être aussi des trucs culinaires, notamment. Je peux vous rappeler, réévoquer tous les mots que j'avais essayé de partager dans le concept des saveurs de Taïwan. Donc voilà un petit peu des idées pour vous, en tout cas. Et donc, ce qu'il y a gagné, il y aura 5 gagnants, et ce sont des porte-monnaies en forme de fruits. Encore une idée originale de Tiffen. Donc, merci à vous tous de participer au concours, avec la possibilité donc de gagner certains cadeaux. Cette fois, nous allons passer aux questions des auditeurs. Je crois que tu as une question assez intéressante. Oui, c'est une question de Jacques Augustin qui réagissait à la revue Asie-Pacifique.
dans laquelle j'avais indiqué que plus de 3000 prisonniers politiques avaient été libérés par la junte au Myanmar. Et donc, il demandait si Aung San Suu Kyi avait aussi été graciée et si Taïwan entretenait des relations avec le Myanmar, notamment commerciales. Et c'est vrai que j'avais évoqué cette information dans la revue Asie-Pacifique la semaine dernière. C'était une grâce en vue des élections législatives qui doivent se tenir le mois prochain. Et ce sont des prisonniers politiques. Donc cette grâce vise officiellement à garantir à que tous les électeurs ne perdent pas leur droit de vote et puissent voter librement et équitablement dans l'élection générale démocratique et multipartisane du 28 décembre prochain. Donc je cite les mots de la junte. Et donc comme j'avais expliqué, les élections vont se dérouler dans un contexte de guerre civile, sans liberté de la presse et sans la Ligue nationale pour la démocratie, qui a été dissoute en 2023, le parti de Aung San Suu Kyi, avec une loi électorale qui visait justement à restreindre l'opposition. Et on avait vu que les grâces massives de ce genre étaient relativement fréquentes lors de grandes fêtes ou de journées spéciales et servaient souvent des buts politiques. Par exemple, en janvier dernier, le gouvernement militaire avait gracié environ 6000 prisonniers à l'occasion du 77e anniversaire de l'indépendance du pays. Et en 2024, on a eu plus de 9000 prisonniers graciés pour la fête de l'indépendance. Et en effet, il y a eu des anciens membres de la Ligue nationale pour la démocratie qui ont été graciés cette fois-ci, mais la plupart des leaders qui ont été arrêtés suite au coup d'État de février 2021, dont Aung San Suu Kyi, ne font pas partie des opposants graciés. Et la junte ne donne d'ailleurs que rarement des détails sur les conditions de détention de l'ex-dirigeante. Et ensuite, pour ce qui est des relations entre Taïwan et la Birmanie, il n'y a bien sûr pas de relations diplomatiques officielles, et ce depuis le 8 juin 1950, donc c'est très ancien, lorsque la Birmanie a reconnu la République populaire de Chine comme le représentant légitime de la Chine. Alors, il y a une histoire assez intéressante entre les deux pays, puisqu'après la fin de la guerre civile chinoise en 1949, des soldats du KMT ont fui et se sont réfugiés dans le nord de la Thaïlande et du Myanmar, avec le soutien des États-Unis. Et la Birmanie, qui était soutenue par la Chine populaire, avait accusé la République de Chine d'avoir envahi le Myanmar, tout en lançant un appel auprès des Nations Unies, puisque ces soldats du KMT donc, s'étaient installés dans certaines zones, avaient même créé des villages. C'est à peu près combien, tu as le chiffre ? Non, j'ai pas les chiffres. Alors, de ce que je sais, parce que j'avais fait une visite dans le village, tu t'en parleras peut-être plus tard. Un des villages ? Du village qui s'est créé par les différentes populations réfugiées, justement de Birmanie, du Laos aussi, de Thaïlande. Et donc, de tout ce que j'avais fait comme recherche par rapport à une fête spéciale qui s'appelle la fête des nouilles de riz, j'avais fait des recherches et j'avais vu que c'était à peu près 200 000, voire plus de 200 000 soldats réfugiés dans ces frontières, enfin à côté des frontières. Alors, après de longues négociations, il y en a certains qui ont quitté le pays. Et en fait, tous les soldats du KMT au Myanmar qui restaient, qui ne sont pas partis, ont été envoyés au nord de la Thaïlande et ont ensuite aidé la Thaïlande à combattre les rebelles communistes et à empêcher une révolution communiste en Thaïlande. Et c'est grâce à ce combat que le roi de Thaïlande de l'époque a accordé une grâce spéciale aux soldats du KMT et leur a accordé la nationalité thaïlandaise. Et ces soldats qui étaient engagés dans la culture de l'opium ont fini par se tourner vers des cultures plus légales telles que le thé ou encore vers le secteur du tourisme et sont devenus donc partie intégrante de l'histoire et de la population thaïlandaise. Et tu veux peut-être rajouter quelque chose, puisque toi, tu as été dans un de ces villages, au Myanmar ou à Taïwan. Ou en Thaïlande? À Taïwan. En fait, il y a une partie de ces soldats tu veux dire des soldats qui sont revenus... qui ont été réfugiés à Taïwan, dans un D'accord. village au nord de Taoyuan, au sud de Taoyuan. Je n'ai plus le nom là en tête. Et ils font chaque année donc, le festival des nouilles de riz, c'est des ça? nouilles de riz, Migan, ça s'appelle. C'est un truc un peu particulier. Et du riz séché, entre guillemets, mais ça veut dire nouilles de riz je crois que c'est en mandarin. Un dialecte chinois, voilà. Sans doute. Okay. Et donc, ce festival de Migan est lié donc, au Songkran thaïlandais, la fête de l'eau, et aussi à la fête du feu. Et donc, ils ont deux célébrations d'une semaine à l'autre.
dans laquelle donc ils célèbrent leur culture en fait. Et donc on a des réfugiés. Après, c'est devenu beaucoup plus large avec des Vietnamiens, des immigrants, etc., des immigrants thaïs aussi, qui sont joints un peu à cette communauté. Donc c'est un peu un festival de l'Asie du Sud-Est à Taïwan qui se concrétise un peu. Et il y a beaucoup de danses traditionnelles. Il y a la danse autour du feu avec la danse de la torche. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, etc. C'est assez incroyable. Comme j'y avais été un petit peu pour faire des vidéos, etc., ça m'intéressait. J'ai jamais fait de reportage pour RTI là-dessus, mais ça m'avait beaucoup intéressé. Et il m'avait un peu intégré dans toute la cérémonie, donc j'ai filmé un peu en première vue toute en la participant. Voilà, en participant. Et ouais, c'est assez particulier parce que tout le monde s'habille un petit peu en habits aussi traditionnels. Il y a aussi beaucoup d'habits miao, qui sont aussi une ethnie minoritaire en Chine, qui est dans le sud-ouest, dans le Yunnan. Qui est très connu pour ses habits avec les petites perles, les petites perles et les colliers, etc. Et donc ils mettaient à disposition aussi des déguisements, les déguisements. J'appelle ça des déguisements parce que c'est pas voilà, des tenues traditionnelles pour les enfants notamment. C'est pour ça que je dis un peu des déguisements parce que ça observe aucun des rites réels culturels de ces ethnies-là. Et donc c'est quand même un grand festival, c'est assez intéressant parce que c'est tout un coin en fait complètement reconstruit, assez moderne au final en termes de résidence. Et c'est donc un grand festival dans tout ce coin-là avec vraiment un peu un dépaysement parce que même au niveau nourriture qui est présenté, etc., c'est pas de la nourriture vraiment taïwanaise. Hein. Donc c'est assez intéressant à voir. Et donc c'est aux alentours du mois d'avril. Pour ceux qui veulent y aller, on en reparlera peut-être dans une petite publication sur Facebook à ce moment-là. Mais c'est très intéressant à voir en fait vraiment un gros décalage culturel d'un coup dans un petit village au sud de Taoyuan. Chouette. Alors, on peut aussi mentionner le fait que la République de Chine a pendant un moment revendiqué sa souveraineté sur certaines parties de l'État Kachin au Myanmar, même si ces revendications ont aujourd'hui été abandonnées. Et sinon, pour revenir à l'histoire plus contemporaine, le Myanmar a un bureau à Taipei, le Myanmar Trade Office, qui est opéré depuis sa création en juin 2015 par le ministère du Commerce birman. Et du côté taïwanais, le gouvernement de Taïwan dispose d'un bureau commercial à Rangoon depuis novembre 2013, un bureau qui se nomme le Taiwan External Trade Development Council, mais il n'y a pas de bureau à la capitale, Naypyidaw, et les affaires en lien avec le Myanmar sont gérées par le Bureau économique et culturel de Taipei à Bangkok, en Thaïlande. Donc voilà un peu pour les relations avec le Myanmar. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter le décryptage en 2 épisodes, donc de cette semaine et de la semaine dernière, avec une interview de Coco Maung, qui est un exilé birman qui vit à Taïwan actuellement et qui a participé au mouvement de résistance au coup d'État de 2021. Et donc il explique que dans le cadre de ses recherches, il a fait beaucoup de réseautage avec la communauté birmane qui est installée à Taïwan et qu'apparemment il y a 50 000 Birmans à Taïwan, donc c'est quand même pas négligeable. Voilà, donc merci à Jacques-Augustin pour sa question. Et on a une autre question qui parle, je crois, d'aviation. Voilà, c'est Raphaël Voidis, qui est notre nouveau fidèle auditeur. Très actif, qui nous envoie beaucoup d'emails. Et merci beaucoup à lui, en tout cas, pour tous ces emails qui sont très complets et très développés. Il nous a parlé notamment dans l'email dont je vais vous parler aujourd'hui de différents rapports d'écoute en novembre et décembre, 3 cartes QSL qu'il a reçues, aussi justement le calendrier qu'il a trouvé superbe. Et il nous rappelle, petite information importante, que si vous recevez ce genre de cadeau par la poste, vous ne payez pas de droits de douane, comme beaucoup de colis maintenant, hein, vous savez, même pour des petits montants. Souvent, il y a des droits de douane quand on reçoit certains de nos auditeurs nous disent qu'ils reçoivent parfois des droits de douane à payer quand ils reçoivent certains de nos colis. Eh bien, ce n'est pas le cas pour lui en tout cas. Et donc il finissait ce message avec une petite question en disant qu'il est passionné aussi de train et d'avion.
Il nous demandait donc, est-ce que Taïwan a une compagnie aérienne nationale ? Et sinon, est-ce qu'il y a une compagnie étrangère qui fait les vols nationaux ? Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et moi, je vais rebondir, comme il est passionné d'aviation, je pense qu'on va faire quelque chose d'un peu mieux. On va même parler un petit peu de l'histoire de l'aviation civile à Taïwan. Voilà, avec pour vraiment les passionnés d'avion, Vaste programme. les principaux incidents d'aviation civile aussi qui ont eu à Taïwan depuis la mise en activité des différentes compagnies d'aviation. Alors, l'histoire de l'aviation civile liée à Taïwan trouve ses racines bien avant, bien sûr, l'établissement du gouvernement de la République de Chine sur l'île. Elle remonte même à 1909, lorsque l'ingénieur aéronautique français Van Loon effectue à Shanghai une démonstration aérienne historique. Et cette période marque notamment le début de l'aviation dans la région. Bien sûr, il y a eu tout le développement de l'aviation en Chine avec différentes compagnies nationales, la CNAC, tout ça, je ne vais pas trop détailler parce que c'est pas vraiment ce qui nous concerne par rapport à Taïwan, jusqu'en 1945 où la Civil Air Transport, la CAT, est fondée. Alors, en 1949 arrive le Parti communiste et la CAT suit les nationalistes sur le territoire de l'île de Taïwan, et c'est donc le CAT qui commence les opérations d'aviation civile à Taïwan. Elle assure alors les liaisons essentielles entre Taïwan, Hong Kong et divers points régionaux, et elle est réorganisée en 1955 en devenant la Civil Air Transport Company, la CATC, avant de disparaître en 1975. Alors, la véritable histoire de l'aviation taïwanaise commence cependant sur l'île elle-même dans les années 50. En 1951, la compagnie Mandarina Transasia Airways est fondée, devenant le premier transporteur privé local à exploiter des routes intérieures. Après un grave accident en 1958 impliquant un hydravion PBY, pour les passionnés, de retour de Matsu, la compagnie se recentre un temps sur les services de catering et la représentation de compagnies internationales avant de reprendre les vols domestiques en 1983. Une autre compagnie pionnière est Far Eastern Air Transport, la FAT, et qui voit le jour en 1957. D'abord spécialisée dans le transport à la demande, l'aviation agricole et les vols d'observation, elle se développe progressivement pour devenir un acteur majeur du réseau domestique dès 1962. Le tournant majeur survient en 1959 avec la création de China Airlines, celle-là je pense que tout le monde la connaît, par d'anciens officiers de l'armée de l'air. Après des débuts consacrés au transport tactique sur l'Asie du Sud-Est, CAL de son abréviation, se lance dans l'aviation commerciale en 1962 et elle inaugure ses premières lignes intérieures. En 1966, elle ouvre sa première ligne internationale reliant Taipei à Saigon. Et c'est donc la première ligne internationale, réellement internationale, qui existe entre Taïwan et l'étranger. Ça date de 1966 et c'est avec le Vietnam. Ce développement se poursuit rapidement. En 1970, elle lance sa route transpacifique. En 1982, sa ligne vers l'Europe, Taipei-Luxembourg. Et en 1984, elle réalise son premier tour du monde. China Airlines s'impose alors comme la compagnie porte-drapeau de Taïwan. Alors, à partir de 1966, plusieurs nouvelles compagnies viennent enchérir le paysage aérien on va dire, en complément de ce que présente China Airlines, avec notamment Uni Air, qui existe encore pour les vols intérieurs, et qui est issu donc de la compagnie de transport Evergreen. Je pense que tout le monde connaît Evergreen, les bateaux, principalement tout ce qui est fret, et Taiwan Airways. Et il y a aussi une compagnie qui n'existe plus qui s'appelle Great China Airlines, et d'autres opérateurs spécialisés dans les liaisons entre les îles périphériques et l'île principale de Taïwan, ou encore dans l'aviation agricole. Taiwan Airways, je connaissais pas non plus. Ouais. Le Taiwan Airways, ça a été la fusion, enfin maintenant Uni Air, c'est la fusion entre Taiwan Airways et Evergreen en fait. D'accord. Ouais. Et donc là, il y a Great China Airlines qui s'occupait de petits vols, notamment entre les îles périphériques et l'île principale.
En 87, c'est une véritable rupture dans le marché de l'aviation civile et l'aviation commerciale plus précisément, car à cette époque, Taïwan connaît une croissance économique exceptionnelle et s'impose comme un carrefour stratégique dans le Pacifique. Pour accompagner donc cette dynamique, le gouvernement adopte une politique dite du ciel ouvert, assouplissant la réglementation relative à la création de compagnies aériennes. Et donc ça a permis l'ouverture de nouvelles lignes et l'acquisition d'avions de manière privée. Cette libéralisation déclenche une forte expansion du marché, une modernisation des flottes et une intensification de la concurrence. Les compagnies investissent donc dans de nouveaux appareils et dans le même temps, l'État soutient l'expansion internationale de China Airlines, notamment grâce à des appareils qu'on connaît encore aujourd'hui, notamment le Boeing 747. Alors, de nouveaux acteurs apparaissent également, Makong Airlines, Mandarin Airlines, plus tard qui sera une filiale de China Airlines en 91. En 89, Evergreen Group fonde Eva Air, celle que tout le monde connaît et qui utilise quasiment la plupart de ceux qui viennent à Taïwan en vol direct. À la fin des années 90, Taïwan compte 7 compagnies opérant des services réguliers, China Airlines, Eva Air, Mandarin Airlines, Transasia, Far Eastern, Uniair, ainsi que plusieurs opérateurs d'aviation générale. Cependant, le marché domestique sature rapidement, l'augmentation des vols ne suffit pas à maintenir un taux de remplissage satisfaisant et les compagnies adoptent alors des stratégies de fusion et d'alliance. Far Eastern acquiert des parts dans Transasia, Eva Air fusionne les compagnies Great China, Taiwan Airways et d'autres dans sa filiale domestique Uniair. Et en 98, China Airlines cède l'ensemble de ses routes intérieures à Mandarin Airlines qui fait donc route à part. Donc entre 2000 et 2010, il y a eu beaucoup de réorganisation des lignes, etc., notamment au moment du grand essor des communications, des liaisons entre Taïwan et la Chine continentale, avec un grand essor du tourisme sous l'ère Ma. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de complications après 2016 et donc il y a eu beaucoup de réorganisations et deux sociétés principalement en ont pâti, Far Eastern dont on n'entend plus parler puisque ça a été fermé et Transasia Airways en 2016. C'est donc dans ce contexte qu'apparaît quand même une nouvelle étoile dans le ciel taïwanais avec un pari fait plutôt sur l'international. Il s'agit de Starlux Airlines, fondée par un ancien pilote et membre de la famille dirigeante d'Eva Air en 2018, et cette nouvelle compagnie aérienne se positionne comme une compagnie haut de gamme, misant sur l'élégance de son service, des cabines luxueuses et une flotte moderne composée de 3 modèles d'Airbus, les A321neo, le A330neo et le A350. A noter que son premier vol inaugural date de 2020. Maintenant, pour les incidents aériens à Taïwan, ça va être très rapide. Je vais juste parler de 2 ou 3 de ces vols. Il y a eu en 70, le 12 août 70, le vol China Airlines 206 qui s'écrase près de Taipei durant une tentative d'atterrissage sous forte tempête avec 14 morts et 31 personnes à bord. C'était un petit vol. Le 31-75, c'est un vol de la Far Eastern Air Transport, le vol 134, qui est victime d'un violent cisaillement de vent à l'aéroport de Songshan à Taipei. L'appareil touche la piste de manière incontrôlée, causant la mort de 27 des 75 occupants. En 81, cette fois-ci, c'est un vol encore de la Far Eastern Air Transport 103 qui se désintègre en vol peu après son départ de Taipei. 110 personnes à bord périssent. Et il reste donc 2 vols avec des incidents. Il y a le vol du 25 mai 2002 de China Airlines, le vol 611, qui représente un tournant majeur avec un Boeing 747 qui se disloque au-dessus du détroit de Taïwan, faisant 225 victimes. Et le plus récent des incidents date de juillet 2014 avec un vol Transasia Airways, le vol 222, qui s'écrase lors de son approche vers l'aéroport de Magong dans les îles Penghu. C'est une erreur de pilotage à l'origine, aggravée par des conditions météorologiques défavorables qui entraînera la mort de 48 personnes. Merci encore beaucoup à Raphaël Voidis pour ces nombreux emails et nous reviendrons bientôt avec d'autres réponses sur Radio Taïwan International. C'est la fin de ce courrier des auditeurs en compagnie de Valentin Floquet et de Lisa Dufaux. Et bonne journée à tous. Bonjour.
Bonjour.